Et c'est comme ça que beaucoup de guerriers se retrouvent dans une véritable oisiveté, si vous voulez. Alors ils s'entraînent et ils s'entraînent au combat. Parce qu'il ne faut pas oublier que les samouraïs, encore une fois, se doivent, même en période de paix, d'être prêts à se battre au cas où l'occasion de défendre leur seigneur venait quand même à se présenter. Alors ils vont pratiquer le tir à l'arc, le maniement du sabre et de la lance, l'équitation et les arts martiaux. C'est de là que viennent le judo, le kendo ou le karaté, censés endurcir le corps et apprendre aux soldats à se défendre à main nue. Et puisque ces techniques de combat sont enseignées en dehors d'un contexte de guerre, on invente les katas, c'est-à-dire des enchaînements de mouvements chorégraphiés qu'un soldat apprend pour entraîner sa mémoire musculaire. Les arts martiaux se rapprochent alors davantage plus d'une pratique sportive, si vous voulez, que d'une réelle préparation au combat. Lorsque l'entraînement physique est fini, les samouraïs s'attellent à de toutes autres activités. Ils se forment à l'art du thé, apprennent le chant, s'essaient à la calligraphie et s'initient à l'écriture de poésie. Et oui, leur temps libre étant conséquent, ils ont ensuite la possibilité de s'adonner à divers loisirs comme le jeu de go, le jeu de dés, la chasse, la pêche, le spectacle et quelques visites au quartier des plaisirs. Le samouraï haut placé, évidemment, ne se refuse rien. Parce qu'il existe évidemment une hiérarchie au sein même de la classe guerrière. Les samouraïs sont loin d'être un ensemble homogène. Certains ont des palais et des chevaux, d'autres n'ont pas les moyens d'entretenir une monture et vivent entassés avec les autres soldats de leur rang dans les casernes qui entourent le château seigneurial. Encore une fois, vous allez me dire, notre noblesse d'Ancien Régime ressemble à s'y méprendre à cette situation, les nobles désargentés dans des châteaux délabrés ne pouvant payer leur équipement face à une noblesse richissime, parisienne notamment. Oui, tout ça on connaît. Ainsi, comme chez nous, ce qui rassemble cette noblesse, les samouraïs donc, ce sont les privilèges et leur sens de l'honneur et de loyauté envers leur seigneur. Si vous êtes amateur de films de samouraïs, peut-être que vous êtes aussi familier avec le code d'honneur irréprochable des guerriers japonais qui y est dépeint. Sachez qu'il ne s'agit jamais d'exagération dramatique de la part des scénaristes. Pour vous le prouver, voici un exemple de l'idéal de fidélité infaillible des samouraïs de la période d'Edo. On est en 1668, le Bakufu se voit dans l'obligation d'interdire la pratique du junshi, c'est-à-dire le principe selon lequel un guerrier se suicide en s'ouvrant le ventre à la mort de son seigneur. Une telle mort est un grand honneur, et c'est donc un privilège exclusivement réservé aux samouraïs. Les roturiers, eux, sont condamnés aux exécutions les plus infâmes, comme la décapitation et la crucifixion. Le problème, c'est que cette pratique nourrit sûrement un peu trop la loyauté extrême des guerriers envers leur seigneur, en leur faisant miroiter une mort aussi honorable que leur vie dédiée entièrement à leur maître. Résultat, beaucoup trop de samouraïs se donnent la mort à la première entache à leur honneur, et par-dessus le marché se mettent à commettre des crimes infâmes au nom de leur maître, sans craindre un seul instant la condamnation qui les attend. Si on prend un autre exemple, le célèbre épisode des 47 samouraïs du fief d'Akko, un beau jour le seigneur est condamné à mort, ces samouraïs deviennent donc des ronins, c'est-à-dire des guerriers sans maître qui sont exclus de la classe guerrière dominante. Et quand un ronin ne trouve pas de nouveau seigneur, si vous voulez, il se reconvertit en général en maître d'armes ou en maître d'école pour s'assurer un certain revenu. Et il n'est pas rare que les ronins se lancent dans le banditisme, refusant de jurer loyauté à un autre homme que leur défunt seigneur. Et vous avez 47 samouraïs du fief d'Akko qui perdent donc leur maître. Un an plus tard, ils le vengent carrément en attaquant la résidence du responsable. Ils le tuent et apportent sa tête sur la tombe de leur seigneur. Le Bakufu les condamne à mort. Ils s'ouvrent donc le ventre. Une mort finalement bien honorable pour des criminels. Étrangement, l'extrême piété filiale des guerriers envers leur maître mène parfois, on l'a vu, aux actes les plus infâmes, accompagnés chez les samouraïs par une vision de la vie suivant les enseignements bouddhistes. Les soldats ont en fait très paradoxalement un profond respect pour la vie humaine. Oui, ça peut paraître étrange. Évidemment, le monde n'est pas entièrement noir ou entièrement blanc, et si les guerriers ont un profond respect pour leurs camarades et leurs adversaires sur le champ de bataille, la décence accordée à la vie humaine ne dépasse pas ce cadre. Dans son ensemble, la société japonaise a davantage tendance à stigmatiser ses citoyens.
Rappelons quand même qu'une religion, le christianisme, est entièrement banni de l'archipel depuis 1613. Rappelons aussi qu'il existe pendant l'ère d'Edo des habitants obligés de vivre en marge du reste de la population. D'un côté, les États ont interdiction de rentrer en contact avec les autres catégories sociales parce qu'ils sont chargés des travaux considérés comme ignobles, non nobles, si vous voulez. On parle ici de n'importe quelle activité liée à la souillure de la mort, comme les exécutions capitales, la fabrique et le maniement du cuir, par exemple. Et de l'autre côté, vous avez les inins, qu'on appelle les non-humains, qui sont exclus carrément de la société à cause de leur implication dans un crime ou de leur condition de gens du spectacle. Là encore, c'est pas très différent de ce qu'on a vécu chez nous. Ces deux catégories sociales sont principalement héréditaires. Un État transmet sa condition à ses enfants. Il en va de même pour la plupart des inins. Seuls les criminels ont éventuellement la possibilité d'être réintroduits dans la société après avoir payé pour leurs actions. Heureusement, il s'agit ici de catégories minoritaires. En réalité, la plus grande majorité de la population japonaise est paysanne, 85% environ, mais ça ne veut pas dire que ce sont tous des agriculteurs. Le système du régime de Tokugawa, qui correspond à la période d'Edo, désigne officiellement le shogun et les daimyos comme les possesseurs des terres agricoles du pays. En réalité, c'est plutôt le paysan responsable du paiement des redevances sur un terrain qui en est le propriétaire. Bien entendu, ça ne lui donne pas tous les droits sur la terre, il en est responsable évidemment, et il peut profiter de ses rendements à volonté sans craindre d'être évacué de sa résidence, mais il doit en échange assumer quand même le paiement d'une taxe qui dépasse la moitié des revenus terrestres qu'il produit. Le rendement d'un agriculteur est estimé en kilos de riz, unité de mesure qui régit la majorité de l'économie de l'archipel jusqu'au développement fulgurant du commerce dans les grandes villes du pays à partir du milieu de la période d'Edo. Ce basculement est bien le signe d'une organisation nationale fondée sur le système agricole et explique le mépris dirigé à l'encontre des commerçants dans la première moitié du XVIIe siècle. En passant, on se rend compte quand même que dans le monde, la plupart des cultures alimentaires sont quand même construites autour de leur source la plus commune de glucides. L'Europe a le pain et la bière, l'Amérique du Sud est davantage basée sur le maïs, l'Asie et le Japon en particulier a structuré son alimentation autour du riz. Si les paysans font partie de la classe sociale la plus utile au reste de la population, ça ne les empêche pas de devoir faire face à un grand nombre de défis au quotidien. La responsabilité des rendements du village, de la répartition équitable du paiement des taxes et plus généralement la responsabilité liée au bon fonctionnement de la cité dans son ensemble est assumée par un maire élu parmi les résidents. Même si une telle position amène certains privilèges, elle implique avant tout un grand risque pour la personne choisie. En effet, le sens des responsabilités dont il doit faire preuve lui coûte parfois la vie. Et oui, par exemple, s'il veut dénoncer la corruption d'un fonctionnaire protégeant ça, comme son rôle le lui demande, les intérêts des villageois, il se doit d'envoyer une pétition directe au seigneur. Seulement, voilà, une telle action est puni de mort. Un triste destin, si vous voulez, pour un maire dont l'honneur prévaut sur la volonté de survivre. Et vous imaginez un petit peu, si on faisait ça aujourd'hui, ce serait formidable. Chaque message envoyé, non pas à d'un maire en France, non pas envoyé à son député, mais qui serait envoyé directement à un sénateur, voire même au président, ça donnerait, ou en tout cas un membre du gouvernement, ça donnerait ça, ce serait assez drôle. Il y aurait des élections toutes les 5 minutes.